Bonjour Monsieur François, Bonjour. pourriez-vous vous présenter pour les internautes qui ne vous connaîtraient pas? Écoutez, je suis le cofondateur d'une agence créative et digitale qui s'appelle ReUp, qui est basée à Londres et qui opère un petit peu partout dans le monde, aux États-Unis, en Californie, à Paris, à Berlin et en Chine. Et c'est une petite structure qui s'est montée il y a 17 mois, 18 mois. Et quel est votre rôle exactement au sein de l'agence? Alors, moi, je m'occupe à la fois de la partie, à un moment donné, DG, donc plutôt managériale, Oui. et je suis plus spécialisé dans ce qui a trait au planning stratégique, au planning digital et au marketing d'influence au sens large, ce qu'on appelle les stratégies créatives en mauvais français. Quelle place ont aujourd'hui les influenceurs dans une stratégie efficace de communication digitale? En fait, les influenceurs sont à absolument tous les niveaux. Au sens où, il y a peut-être encore 8 ans ou 10 ans, le mot influenceur, notamment influenceur digital, il se référait énormément à la notion de blogueur. Oui. Alors la notion de blogueur, elle est finalement assez contraignante et elle est assez restreinte, au sens où on s'est rapidement rendu compte avec le développement de toute une série de réseaux sociaux affinitaires, des réseaux sociaux de partage de visuels comme Instagram ou Pinterest, qu'il y a plein d'autres moyens, qu'il y a plein d'autres façons de pouvoir propager des idées, de propager des éléments culturels, au-delà simplement de l'écriture via un blog. Et ce qu'on dit, nous, généralement, et la façon dont on approche l'influence et les influenceurs, c'est qu'aujourd'hui, on est tous, quelque part, web-blogueurs. À partir du moment où on se log au web, on devient un peu des web-blogueurs nous-mêmes. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va participer à un club de running via Nike+, quelqu'un qui va laisser une trace digitale parce qu'il participe à un moment donné à un événement et qu'il laisse une trace via Eventbrite. Potentiellement, ils font à un moment donné partie du chemin d'influence qu'il est important à la fois de comprendre, éventuellement d'essayer de maîtriser comme on peut, et essayer à un moment donné de construire des expériences de marque ou d'organisation dans lesquelles on prend en compte tous ces nouveaux chemins d'influence. Selon vous, à qui se destine la veille du web et des réseaux sociaux? En fait, alors c'est une question très très large parce que je Ouais. pense que la réponse c'est que ça touche absolument tout le monde, à la fois en tant qu'individu, ça touche n'importe quelle organisation, en tant qu'entreprise ou en tant que gouvernement ou en tant qu'action publique. Donc là où c'est difficile, c'est qu'il y a à la fois des enjeux très égocentrés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le digital, il a un impact sur toutes nos vies intimes. Donc d'un point de vue individuel, ça a absolument tout bouleversé, à commencer par ce qui nous touche au plus profond, c'est-à-dire les relations amoureuses, les relations avec nos amis, et puis ce qui nous touche aussi de manière plus, on va dire, rationnelle et plus stressante, à savoir le pouvoir d'achat. Ce qui veut dire qu'il y a une incidence d'un point de vue de l'individu, à la fois sur ce qui le touche au plus profond de lui-même, sur ses sentiments, et en même temps sur ses choix, sur la galaxie de choix rationnels qu'il peut émettre tous les jours. Donc ça, c'est sur le point de vue de l'individu. Sur le Ouais. point de vue des entreprises, ce qui est intéressant, c'est que finalement, une entreprise, c'est une forme de petite dictature, avec en gros le leader éclairé, la vision, les modes de conversation, les façons de créer du consentement en interne, les objectifs et comment est-ce qu'on va grandir nos employés sur le long terme. En parallèle de ça, on a Internet et les différents réseaux sociaux qui se créent par au-dessus. Si un réseau social, c'est une dictature. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut choisir ce que les utilisateurs ont le droit de faire ou de ne pas faire. Sur Facebook, on n'a pas le droit de dire j'aime pas. Il faut ruser avec Facebook pour pouvoir dire j'aime pas. Conceptuellement, c'est quand même énorme d'un point de vue antidémocratique. C'est Ouais. qu'on arrive à imposer le fait de dire non. Quand vous allez sur Instagram, on va vous interdire de plus en plus de diffuser de la nudité. Alors, dans une approche très américaine des choses, au Ouais. passage. C'est-à-dire qu'on peut être en bikini et surrefait dans tous les sens, c'est pas grave. En revanche, on met un téton en l'air, même si c'est esthétique, on n'a pas le droit. À un moment donné, c'est des choix, c'est des dictatures, oui, c'est des choix culturels et c'est des règles qui sont extrêmement autoritaires. Donc, quand vous avez ce croisement de deux petites dictatures, Ouais. un des enjeux, c'est qu'à un moment donné, elles rentrent soit en conflit, soit elles rentrent un peu en phénomène de collaboration. Donc, un des enjeux aujourd'hui pour les organisations, c'est d'essayer de monitorer en interne les différents leviers culturels de ce qu'elles sont capables d'accepter ou ce qu'elles ne sont pas capables d'accepter. Elles doivent définir ce que les employés ont le droit de dire en leur nom ou pas. Et on est
ce qu'on peut appeler sur une démocratie de la réputation ou un actionnariat de la réputation. Si on fait l'analogie avec un marché financier, un actionnaire, on reporte à lui à la fin de l'année, ou plutôt tous les 6 mois, si on est dans une culture anglo-saxonne, sur des résultats chiffrés. Quand on prend un employé ou un collaborateur, plus des parties prenantes externes, d'une certaine manière, ils deviennent aussi actionnaires de la réputation d'une entreprise. À savoir que, à un moment donné, la valeur d'une entreprise, son PIR, ça va être de plus en plus relié à la réputation que l'entreprise va avoir via du digital. D'une certaine manière, si un employé arrive, ou un collaborateur arrive à accroître, à améliorer la réputation d'une entreprise sur son petit silo, sur sa petite pratique, et ben, au global, la réputation de l'entreprise, du coup financière, a tendance à augmenter. En tout cas, c'est notre théorie. Donc, partant de là, on parle beaucoup de e-réputation, de brand management, de personnel branding, enfin, que sais-je. En fait, je pense que c'est beaucoup plus, à la fois plus simple et plus compliqué que ça. C'est simplement que le digital devient le standard, devient le cadre d'analyse d'absolument toutes les interactions sociales, mais aussi de toutes les transactions financières. Partant de là, ben, du coup, la veille du web, ou la veille des conversations, ou la veille des traces digitales, ben, du coup, elle a une incidence, enfin, elle a un enjeu à absolument tous les niveaux. Avez-vous identifié des axes d'évolution qui ne sont pas encore traités, des données actionnables que vous souhaiteriez voir collectées ou rassemblées, que vous pensez possibles techniquement et qui ne sont pas encore traités à l'heure actuelle? Bah, et quelque chose qui, en tout cas pour nous, est un immense enjeu, et ça rejoint ce qu'on se disait au tout début de cet entretien, c'est la notion de partage de culture. Aujourd'hui, la plupart des solutions de monitoring, elles sont plutôt très bien faites pour tout ce qui a trait à de la remontée de conversation via du texte, via de l'écrit. Ouais. Les enjeux, c'est qu'on arrive à, je pense, pour les marques pour lesquelles on travaille, on arrive à faire passer beaucoup plus d'émotions via du visuel, via de l'émotionnel. Et la conversation, elle est de plus en plus dans de l'émotionnel. Donc l'idée, c'est qu'on est en train de sortir du purement sémantique et passer sur des, comme vous venez de dire, des émoticônes ou du texte bien plus difficile à agréger par de la veille, c'est bien ça? Exactement, c'est-à-dire que bah, vous avez les élus MIT qui avaient été faites, où en fait, pour qu'une idée soit véritablement virale, encore une fois, j'aime pas trop ce mot-là, mais pour qu'en tout cas, il faut qu'il y ait, je crois, 5 ou 6 ou 7 individus qui soient pas reliés directement entre eux à différents endroits de la planète, qui estiment au même moment ou dans la même moralité qu'une idée ou qu'un contenu est intéressant pour qu'il vraiment puisse se propager. Via cette veille, quelles données êtes-vous capable d'extraire concrètement? Et quelles données actionnables êtes-vous capable d'extraire? Bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est tous les indicateurs relatifs. Donc relatifs aux concurrents. À un moment donné, voir s'il y a une accélération de l'intérêt sur une période donnée pour vous versus les concurrents, ce sont des bons indicateurs. Donc, on va dire tous ces indicateurs de positionnement de la marque dans les conversations en ligne et dans les, finalement, par devoir relative, ça c'est intéressant. On va être capable de suivre l'évolution sémantique d'un groupe de consommateurs ou d'un groupe de communautés ou de l'ensemble des communautés qui existent par rapport à vous. Ça aussi, c'est intéressant. C'est quand on a 5 ans ou 10 ans d'historique de monitoring et qu'on voit comment le champ lexical qui vous est associé évolue. Oui. Du coup, là, ça, c'est un véritable indicateur. C'est un véritable outil de pilotage pour les entreprises. Parvenir à comprendre qui sont les cœurs de réseau, qui sont les propagateurs, qui sont les véritables carrefours d'influence au sein des communautés. Écoutez, je vous remercie, un grand merci à vous d'avoir accepté cette interview.